Donc pour présenter notre panel de ce soir sur le sujet « Accueillir, protéger, inclure un choix de société », j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, alors je vais commencer par vous Théo Ducharme. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste en droit constitutionnel et des libertés fondamentales. Pendant 3 années, vous avez été juge assesseur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d'asile française. Vous avez donc, grâce à ces fonctions, participé aux formations de jugement pour apprécier si les demandeurs d'asile pouvaient légitimement bénéficier d'une protection internationale en France. On reviendra justement sur les coulisses de ces décisions. À côté de vous, Sophie Pegliasco, bonsoir. Vous êtes la directrice de cabinet de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vous avez commencé à travailler à l'OFPRA en travaillant au sein de la division des affaires juridiques européennes et internationales. Avant cela, vous avez été juriste à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. Et donc vous avez une formation de juriste. Merci de votre présence. Et enfin, juste à côté de moi, Rudy Osman, bonsoir. Vous êtes réfugié syrien, engagé pour l'accès à l'éducation des exilés et vous êtes le cofondateur de l'Union des étudiants exilés. Donc vous allez nous en parler un petit peu plus tard dans cette soirée. Vous aidez les exilés à intégrer le système universitaire français. En Syrie, vous étiez étudiant en droit et journaliste. Vous avez fui les persécutions pour vous installer en France en 2012. Votre engagement a été reconnu par la Fondation Obama en 2022. Et l'Union des étudiants exilés soutient les étudiants donc, dans leur démarche administrative, l'apprentissage du français et leur intégration académique. On reviendra largement dessus. Et avant de vous poser ma première question à vous, cher panel, on voulait vous poser cette question à vous, cher public, pour vous mettre un petit peu en situation, pour entamer ce voyage ensemble dans le monde de l'accueil et de la protection des personnes. Oui, c'est un petit peu compliqué, on doit se tordre un petit peu le cou. Donc, une première question que nous vous adressons. Laquelle de ces personnalités publiques n'était pas une personne réfugiée? Réponse A, Rudolf Nureyev, je ne sais jamais comment on prononce, pardon. Réponse B, Maria Casares. Réponse C, Dalida. Ou réponse D, Marc Chagall. Donc vous pouvez noter sur votre ardoise A, B, C ou D, et puis d'ici une trentaine de secondes, à mon top, vous pourrez lever et on pourra vous révéler la réponse. Donc Rudolf Nureyev, Maria Casares, Dalida ou Marc Chagall. Je vois que c'est sujet à discussion et interprétation. Eh bien, si vous êtes prête et si vous êtes prêts, je vous propose de lever vos ardoises. Alors, beaucoup de C, quelques D, un B, 2 B, 3 B. Ouais, donc il y a une majorité de C, quelques D, et puis ensuite la B. Eh bien, la bonne réponse, c'était effectivement la réponse C, donc bravo à celles et ceux qui l'ont trouvée. Effectivement, Dalida n'était pas réfugiée, contrairement aux 3 autres artistes listés sur ce panel. Et donc, cette question, je ne sais pas si vous vouliez en parler un petit peu, Sophie, parce que vous aviez proposé justement d'interroger le public. Oui, ça marche ou pas? Oui. Oui, ça marche. Pardon. Bonsoir à toutes et à toutes. Oui, cette question elle me tenait à cœur parce que ça permet un peu d'incarner les réfugiés, hein, parce que souvent on en parle comme une catégorie, mais c'est bien aussi d'avoir quelques noms connus. Alors effectivement, Dalida n'est pas une réfugiée du tout. Elle a été naturalisée française, mais à la base, elle est italienne. En revanche, les 3 autres, effectivement, ils sont réfugiés. Alors, je précise que, évidemment, ce sont des personnes qui sont décédées parce qu'on n'a jamais le droit de révéler la qualité de réfugié d'une personne en droit. C'est complètement couvert par la confidentialité pour 2 raisons. Déjà, par respect de la vie privée des personnes, tout simplement. Et puis la deuxième raison, c'est pour leur sécurité physique, puisqu'un réfugié, par définition, il craint des persécutions si jamais il retourne dans son pays. Donc normalement, vraiment, on n'a absolument pas le droit de révéler cette qualité de réfugié. Par contre, pour les personnes qui sont décédées, les règles sont un petit peu plus souples.
Et donc peut-être juste dire quelques petits mots. Rudolf Nureyev, donc ce danseur étoile réfugié russe. Je vais vous donner ces petites dates de réfugiés. Il a été réfugié en France de 1961 à 1982. En fait, parce qu'il était très critique du régime soviétique. Il était très surveillé par le KGB, les services de renseignement russes. Et lors d'un passage à Paris, eh bien, il décide de demander l'asile et l'OFPRA va lui accorder le jour même. Voilà. Et c'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques ou des manifestations sportives ou artistiques, on se demande s'il n'y a pas des personnes qui vont demander l'asile en France à cette occasion-là. Voilà. Et puis ensuite, lui, il va prendre la nationalité autrichienne, et c'est pour ça qu'il va cesser d'avoir la qualité de réfugié. Et ça me permet de vous dire que la qualité de réfugié, c'est forcément une qualité un peu subsidiaire, c'est-à-dire qu'on ne devient réfugié que si on n'est pas protégé par un autre État, c'est-à-dire son pays de nationalité, en fait. Donc, dès qu'on obtient une autre nationalité, eh bien, on peut se délester de cette qualité de réfugié. Ensuite, Maria Casares, donc espagnole, qui est une très très grande actrice et qui, elle, également a été réfugiée pendant un temps limité. Puisqu'en 1979, en fait, l'OFPRA va décider qu'il met un terme à la qualité de réfugié de tous les Espagnols. Et ça, c'est lié en fait au régime franquiste qui a disparu, qui avait généré un certain nombre de réfugiés. On estime qu'il n'y a plus de problème et donc il y a une cessation collective, comme on dit, de tous les statuts de réfugiés. Alors, ça met pas, ça fragilise pas la situation administrative des réfugiés, mais ils n'ont plus besoin d'avoir cette qualité de réfugiés. Et puis enfin, Marc Chagall, qui lui est né dans l'actuelle Biélorussie. Il va également être réfugié en France pendant un temps assez limité. Alors pardon, je reprends mon petit papier pour les dates. Oui, 1933-1937, parce qu'en 1937, en fait, il acquiert la nationalité française. Et puis lui, il a un parcours vraiment très chaotique, en fait, puisque à un moment donné, les nazis arrivent, le traitent d'artiste dégénéré, et donc vont lui retirer sa nationalité française, qu'il va ensuite réintégrer par la suite. Mais voilà, c'est un parcours un peu chaotique pour un exilé. Merci beaucoup. Et justement, on a commencé tout de suite à aborder cette question des réfugiés. Donc, il y a un statut très particulier, mais je me tourne vers vous, Théo, justement, parce que aujourd'hui, dans les débats autour de l'immigration, de l'exil, de l'intégration, on entend beaucoup de termes, de terminologie, sans vraiment savoir ce que ces termes recouvrent, sans savoir non plus s'ils ont une véracité juridique, est-ce qu'en droit ces termes existent bien. Et puisque juridiquement, en fait, le lexique des migrations a un sens très précis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quels sont les termes et les catégories de personnes, les titres et les droits qui sont donnés à chacune de ces personnes en droit, que ce soit Alors, c'est une question très large parce que je posais la question en droit international, européen et français, mais voilà, si vous avez des premières pistes pour nous éclairer. Alors, la première piste, c'est que le droit ne connaît pas le terme de migrant. Le migrant, juridiquement, c'est un mot qui n'a aucune consistance et qui ne renvoie à aucune catégorie en particulier. Pour la bonne et simple raison que, si on prend une définition très large, est migrant toute personne qui ne vit pas dans son pays. Et si on a la définition la plus large possible, même un touriste pourrait être considéré comme un migrant, puisqu'à un instant T, il n'est pas dans son pays. Alors, les Nations Unies, pour leurs chiffres, excluent tout ce qui est tourisme, donc tout ce qui est court séjour, et incluent dans la catégorie migrant toute personne qui ne réside pas dans son pays d'origine.
Ce qui fait que c'est particulièrement englobant, puisque ça va concerner les personnes qui vivent ailleurs avec un titre de séjour de manière régulière, ou les personnes qui ont migré de manière irrégulière dans un autre territoire. La difficulté du terme de migrant aussi vient du fait que c'est très connoté négativement. Si on prend un exemple, il n'y a aucune différence juridique entre un expatrié et un migrant. C'est exactement la même chose. Ce sont deux personnes qui ne résident pas dans leur pays d'origine, mais on aura tendance plutôt à avoir une approche positive de l'expatrié, personne du Nord qui vient travailler dans un État du Sud, et le migrant, personne du Sud qui vient dans un État du Nord. En droit, on va distinguer plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être de distinguer la personne qui est là de manière régulière et celle qui est là de manière irrégulière. La personne qui entre de manière irrégulière, on le comprend bien, c'est celle qui entre sans avoir un titre de séjour sur le territoire national. Elle n'a pas l'autorisation d'entrer sur un territoire national, peu importe le territoire. Et cette personne en situation irrégulière, elle pourra régulariser au fil des procédures sa situation, soit en devenant réfugié, en ayant un statut protecteur, on va y venir, soit en ayant un titre de séjour ordinaire. Et c'est l'autre distinction qu'on peut faire entre les personnes qui sont là en situation régulière. Il y a celles qui vont bénéficier d'un titre de séjour, où on peut assez facilement catégoriser. On peut avoir un titre de séjour pour le travail, pour la santé, pour des raisons étudiantes, pour des raisons familiales. Et il y a ensuite la dernière grande catégorie qui est celle des réfugiés. Les réfugiés étant des personnes qui bénéficient d'un statut spécifique qui leur est accordé en raison des conditions pour lesquelles elles sont parties de leur territoire. Et ce statut de réfugié lui-même comprend deux sous-catégories. Il y a l'asile, qui est la catégorie la plus connue historiquement, qui date au niveau international de la Convention de Genève de 1951, et qui permet à toute personne qui a quitté son territoire en raison de crainte de persécution pour des questions liées à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou à l'appartenance à un groupe social, de bénéficier d'une protection dans un État qui est signataire de la Convention de Genève. Alors, les conditions, on les comprend bien. L'appartenance à un groupe social, c'est une catégorie qui était dans la Convention de Genève et qui a permis aux juridictions d'inclure de plus en plus de personnes dans la protection du statut de réfugié. Par exemple, vont être considérées comme un groupe social les personnes qui partagent les mêmes critères et qui sont persécutées en raison de ces mêmes critères. On peut penser aux personnes qui sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle dans certains pays, ou ça peut être les personnes, je pense principalement à certains États africains, les petites filles non excisées peuvent faire partie d'un groupe social puisque elles sont, de manière générale, elles peuvent être soumises à des pratiques conduisant à l'excision. Et donc, en fonction des États, les juridictions nationales et européennes ont reconnu certains groupes sociaux. Et le principe est que les individus seront protégés si, dans leur état d'origine, ils ne peuvent pas trouver de protection. C'est la troisième condition, donc avoir une crainte, faire partie d'une catégorie et ne pas pouvoir être protégé dans son état d'origine. Ensuite, il y a une deuxième sous-catégorie qui a été créée plus récemment, qui vient de l'Union européenne, qui est ce qu'on appelle la protection subsidiaire. C'est une catégorie qui vise à protéger les individus qui seraient soit soumis à la peine de mort en cas de retour dans leur pays d'origine, soit à des traitements dégradants et inhumains, soit les individus qui viennent d'une zone de conflit armé et en raison de la simple présence dans cette zone ont des craintes pour leur vie. Et actuellement, les grandes zones qu'on appelle de conflit armé avec une violence aveugle, c'est-à-dire une violence qui ne distingue pas le civil du militaire. Les grandes zones de conflit armé, ça va être le nord-est du Mali, ça va être également une partie de l'Afghanistan, une partie de la Somalie, une très grande partie du Soudan, donc vraiment les zones dans lesquelles on a des conflits armés, et également une grande partie de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens bénéficient d'un autre régime, qui est un régime dérogatoire et temporaire, puisque l'Union européenne avait la possibilité à l'époque de prendre un régime dérogatoire pour les Ukrainiens, et donc un régime qui permet plus facilement de présumer la nécessité d'une protection internationale. Et c'est un régime qui est temporaire puisqu'il est soumis au fait que la guerre en Ukraine se poursuive. Mais donc voilà les différentes catégories, et
si on veut distinguer l'asile de la protection subsidiaire, l'asile est plus protecteur, puisque toute personne qui se voit reconnaître l'asile par l'OFPRA pourra bénéficier ensuite d'un titre de séjour, dont on appelle ça une carte de résident de 10 ans, qui lui permettra de travailler, qui lui permettra un rapprochement de conjoint ou un rapprochement familial. Donc leurs enfants ou leurs conjoints pourront bénéficier en France d'un titre de séjour, alors que la protection subsidiaire, elle va permettre un titre de séjour seulement de 4 ans, mais elle permettra aussi de travailler. Sachant que ces titres de séjour, c'est ce que vous avez bien expliqué tout à l'heure, sont en principe temporaires, puisque si les conditions justifiant le départ cessent dans le pays d'origine, en principe, l'État français peut retirer cette protection s'il n'y a plus besoin de protéger les individus. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous renvoyés immédiatement dans leur pays d'origine, parce que si vous êtes là depuis 5, depuis 10 ans en France, vous pourrez peut-être ne plus avoir l'asile parce qu'il n'y a plus de conflit dans votre pays d'origine, mais en revanche, vous pourrez avoir un titre de séjour vie privée et familiale ou un titre de séjour travail parce que vous avez fait votre vie en France et donc vous allez rentrer dans une autre catégorie qui est la catégorie plus classique des personnes rentrant sur le territoire national. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Et je veux juste revenir sur les conflits, les niveaux de violence. Vous voulez montrer cette carte de l'Afghanistan. Est-ce que vous souhaitez la commenter ou... Oui, très rapidement. Alors, c'est une carte qui date de 2022. Alors, ça a été une année très complexe pour l'Afghanistan, avec la prise de Kaboul par les talibans, et qui a été marquée par certains revirements dans l'approche. Concrètement, avant que les talibans ne prennent le pouvoir à Kaboul, une très grande partie de l'Afghanistan était considérée comme en zone de violence aveugle de haute intensité. C'est-à-dire que le simple fait pour un individu de prouver qu'il vient bien d'une des provinces lui permettait d'avoir la protection subsidiaire. Alors, il y a eu une petite période de flottement assez critiquable sur laquelle on pourra revenir, où on a considéré qu'une fois que Kaboul avait été pris par les talibans, il n'y avait plus de conflit, donc il n'y avait plus besoin de protéger. Et à la suite de cette période transitoire assez discutable, il y a eu une redéfinition des zones. Et donc vous avez en rouge foncé une des provinces qui est reconnue comme la province dans laquelle il y a encore une violence aveugle de haute intensité. Pourquoi ? Parce que c'est une province dans laquelle historiquement il y a une opposition très forte aux talibans. C'est la zone du général Massoud, si je ne me trompe pas de nom, et où il y a eu des conflits qui ont perduré après la prise de Kaboul. Et les autres zones étaient des zones dans lesquelles il y avait une violence aveugle, mais pas considérée de haute intensité, ce qui apporte une petite variante. Il ne faut pas seulement démontrer qu'on vient de cet endroit-là, mais il faut aussi démontrer que le fait qu'on vive dans cet endroit, au regard de nos activités, de nos façons de vivre, justifie une protection. Typiquement, un chauffeur routier, par exemple, pourra plus facilement obtenir une protection dans ces cas-là, puisque le fait de circuler très régulièrement dans l'ensemble de la province va l'amener à rencontrer plus de lieux dans lesquels il y a des conflits par rapport à quelqu'un qui vit dans une zone très reculée en montagne dans laquelle il n'y a pas de talibans. Donc dans ces cas-là, s'il y a seulement une violence aveugle mais qui n'est pas de haute intensité, il faut montrer qu'on a quelque chose de plus que les autres qui justifie une protection. Et ces cartes sont particulièrement mouvantes au gré de la jurisprudence et au gré des évolutions. Et elles sont particulièrement mouvantes. Dès qu'un conflit se déplace, la carte se déplace également. Et on le voit très bien dans les États comme le Mali, par exemple. Plus il y a une avancée des djihadistes vers Bamako, plus la zone de violence aveugle augmente et donc plus les personnes qui peuvent être protégées sont importantes. Et la difficulté pour l'OFPRA ou pour la Cour nationale du droit d'asile qui juge les décisions de refus de l'OFPRA, ça va être de déterminer si la personne vient bien de cette zone géographique. Et ça va se faire en posant des questions par un entretien très poussé pour savoir si effectivement ils viennent de cet endroit spécifique. C'est un vrai travail d'enquête qui est mené aussi pour pouvoir déterminer, mais peut-être qu'on y reviendra. Je peux peut-être dire un petit mot juste dans le prolongement de ce qu'a dit
Théo Ducharme, parce que la situation de l'Afghanistan, elle est tout à fait comparable à la situation de la Syrie aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de le dire. Effectivement, quand on a un conflit armé, la situation est toujours volatile. Et donc c'est compliqué quand on a un changement de régime d'acter, en fait, du jour au lendemain, que le conflit armé qui sévissait auparavant a disparu. Et donc, effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, que pour la Syrie, on a pu entendre dans les médias, on suspend les demandes d'asile. C'est pas les demandes d'asile qu'on suspend, c'est l'examen, en fait. C'est la prise de décision. C'est-à-dire qu'il nous faut un tout petit peu de recul pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Ça, c'est très important. On l'avait fait à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. On l'avait fait donc pour l'Afghanistan, effectivement, au moment où les talibans prennent le pouvoir à Kaboul. Et on l'a fait également pour la Syrie. Donc là, on commence à y voir un peu plus clair. Mais c'est vrai qu'il nous faut le temps du recueil d'informations pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est sur un peu le caractère volatile du conflit armé, mais également, on a besoin de temps pour savoir ce que vont faire les nouvelles autorités. Les talibans pouvaient être quand même un petit peu inquiets de par la nature du régime taliban. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié au fur et à mesure des mois. C'est un régime qui est extrêmement dur pour les droits humains. Mais la Syrie, c'est la même chose. Voilà, le HTC au pouvoir en Syrie aujourd'hui, il n'est pas très éloigné de certains mouvements terroristes. Et donc, on a besoin d'un tout petit peu de temps pour pouvoir apprécier vraiment les craintes de persécution des demandeurs d'asile, en fait. Merci beaucoup. Je reste sur les zones de conflit ou de violence aveugle de haute intensité avec cette question, parce que dans les médias, on entend beaucoup parler de certains conflits dans le monde, mais il faut avoir conscience que d'autres existent, dont on entend moins parler, mais qui ont aussi des conséquences sur les pays voisins. Il faut savoir, d'après les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, que la majeure partie des personnes qui fuient leur lieu de résidence, en fait, vont chercher refuge, vont trouver refuge dans les pays voisins. Voilà, mais on pourra peut-être en reparler. Donc, il y avait cette question que l'on souhaitait vous poser à nouveau, donc vous demander de reprendre vos ardoises. Quel est le conflit en cours en 2023, parce qu'on se base sur des chiffres de 2023, qui a causé le plus de déplacements forcés de personnes? Était-ce le conflit A en Ukraine, B au Soudan, C en Syrie ou D à Haïti, en Haïti? Donc A, Ukraine, B, Soudan, C, Syrie ou D, Haïti. Je vous laisse encore 10 secondes de réflexion et puis je vous propose de monter vos tablettes, vos ardoises. Alors, énormément de B, quelques A, quelques C, quelques D. Et vous êtes extrêmement bien informés ce soir, puisque effectivement, c'est le Soudan qui est le conflit qui, en 2023, a causé le plus grand nombre le plus de déplacements forcés de personnes. Sophie ou Théo, est-ce que vous vouliez en dire un mot? Moi, je suis très contente qu'il y ait eu autant de bonnes réponses, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément du Soudan par rapport à l'Ukraine ou à d'autres pays, et alors que c'est la plus grande crise humanitaire qu'on n'a jamais vue vraiment jusqu'à présent. C'est absolument édifiant, et c'est vrai que ça se voit justement dans les déplacements forcés des populations. En 2023, il y avait 6 millions de personnes qui ont dû fuir en fait, leur lieu de résidence au Soudan, dont 1,2 million ont dû fuir donc à l'extérieur du Soudan. C'est-à-dire que quand on dit que les personnes fuient, en fait, elles se déplacent à l'intérieur du pays. Et c'est un peu une idée reçue que l'on a, c'est lorsqu'il y a un conflit, les personnes fuient leur pays. Non, en fait, dans la plupart des cas, en réalité, elles vont se déplacer à l'intérieur du pays.
Et comme on avait déjà en fait au Soudan des personnes qui s'étaient déjà déplacées, parce que le Soudan a une longue histoire de conflits, eh bien on est arrivé en 2023 avec 9 millions de personnes déplacées pour ce pays. C'est absolument phénoménal. Et encore une fois, j'insiste sur la situation de crise humanitaire, parce qu'en plus de ça, il y a des problèmes évidemment d'acheminement de la nourriture. Enfin bon, il y a beaucoup d'aspects dans cette crise qui sont assez alarmants. Théo, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas spécialement? Pas spécialement, ça fait partie des États qui sont moins connus, mais où il y a beaucoup de demandes d'asile qui sont traitées en France, au même titre que le Mali, le Burkina Faso, toute la région subsaharienne est aujourd'hui une région, et qui risque de l'être encore plus dans les années à venir, est soumise à énormément de déplacements de population, sachant que ce sont souvent des régions dans lesquelles il y a une division ethnique qui est très marquée. Ce qui veut dire que tout conflit armé entraînant nécessairement des déplacements va en plus créer des conflits interethniques, puisque des ethnies vont se déplacer au sein d'un État au début pour se protéger de la guerre, ce qui va créer des conflits interethniques. Et donc ce sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de demandes d'asile. Et nous, de ce qu'on voyait à la Cour nationale du droit d'asile, ce sont en plus des zones dans lesquelles, si on veut migrer vers l'Europe, demander asile en Europe, il y a un point de passage quasiment obligatoire, qui est la Libye. Et la Libye, alors on ne peut pas octroyer l'asile en raison des persécutions qu'on a subies sur son trajet d'asile, puisqu'on ne demande l'asile que par rapport aux persécutions qu'on a reçues dans son état d'origine. Mais lorsqu'on entend les demandeurs d'asile nous parler de leur passage en Libye, ça rajoute un côté très dramatique à la situation, parce que l'esclavage forcé y est massivement pratiqué. N'en parlons pas pour les femmes, où il y a en plus un esclavage sexuel qui est parfaitement organisé, et généralement les passeurs sont payés par de l'esclavage, soit sexuel, soit du travail. Et donc ce sont des zones dans lesquelles, en plus du conflit qu'ils ont dû subir, le passage en Libye ajoute énormément de difficultés à leur trajet. Et ça, on va en parler après, mais ça donne des individus qui arrivent en Europe, souvent dans des situations de précarité psychologiques qui sont très importantes, et qui se ressentent beaucoup lors des entretiens qui sont faits à l'OFPRA ou ensuite à la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est encore plus le cas pour les mineurs isolés, qui ont des parcours qui sont vraiment chaotiques et qui peuvent être très longs. On a du mal à imaginer qu'un parcours migratoire ne prend pas un mois, mais peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans avant de pouvoir arriver en Europe. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue en fait donc dans toute cette première partie de la rencontre à définir, contextualiser, revenir sur les termes et le lexique, et maintenant revenir peut-être sur les chiffres. Et Sophie, vous vouliez montrer, Sophie Pegliasco, pardon, je vais arrêter de donner que les prénoms. Sophie Pegliasco, vous vouliez revenir sur un graphique que vous nous avez partagé autour de des chiffres et des données des migrations dans le monde. Peut-être qu'on peut commencer par parler d'abord du monde avant de se recentrer vers la France éventuellement. Oui, moi je vais regarder mon papier parce que c'est compliqué pour moi de regarder la diapo. Effectivement, je voulais déjà vous dire qu'il y a 2 types en fait de déplacement. Il y a le déplacement forcé, et puis il y a le déplacement volontaire. Il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, pour la situation dans le monde, j'ai préféré me focaliser sur les déplacements forcés, qui sont assez remarquables, assez notables. Le graphique que vous avez là, c'est un graphique qui vient du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Il fait un peu l'état des lieux en 2023 sur les déplacements forcés. Et donc, vous voyez qu'en 2023, on recense 173 millions de personnes déplacées dans le monde, donc en raison d'une violence qui leur est faite, quelle que soit la nature de cette violence. Et ce qui est assez aussi notable dans ce graphique, c'est qu'en fait, on voit que la majorité, 68,3 millions de personnes,
enfin c'est pas la majorité, mais en tout cas c'est la part la plus importante relative, hein, je veux dire, eh bien ces 68,3 millions de personnes, ce sont des personnes déplacées internes, c'est-à-dire à l'intérieur de leur propre pays. C'est important de le noter parce qu'on a souvent, effectivement, encore une fois, cette idée un peu préconçue que les personnes vont tout de suite sortir de leur pays lorsqu'elles vont se déplacer. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et puis la deuxième catégorie, en fait, est une agrégation de différentes sous-catégories. Et donc là, ça renvoie aussi à des catégories administratives ou juridiques. Ce sont toutes les personnes, finalement, qui sont en besoin de protection internationale, de protection au titre de l'asile, en fait. Donc le Haut-Commissariat aux réfugiés distingue les personnes qui sont sous la protection de l'UNRWA, c'est-à-dire les Palestiniens, qui ont effectivement un organisme des Nations Unies qui est spécifique pour leur protection. Mais il y a aussi les personnes qui sont placées sous la protection du Haut-Commissariat aux réfugiés, parce que dans un certain nombre de pays qui n'ont pas forcément les mêmes administrations que nous, hein, pas aussi élaborées en tout cas, eh bien l'asile n'est pas géré par l'État, et donc l'État va déléguer en fait au Commissariat aux réfugiés. Donc ça, dans ces États-là, eh bien il y a des protections qui sont octroyées par le HCR. Il distingue également simplement les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, c'est l'étape juste avant d'être reconnu réfugié, enfin, avant d'avoir une protection internationale, on est demandeur d'asile. Mais vous voyez que ça reste quand même une catégorie plus globale de personnes qui sont en besoin de protection. Et puis, il y a la catégorie, justement, personnes reconnues en besoin de protection internationale. Donc, ça, ce sont les personnes qui ont le statut, le plus souvent le statut de réfugié, délivré par un État. Mais ce statut de réfugié, il peut avoir des bases juridiques très différentes. Il y a la Convention de Genève, mais il y a d'autres types de conventions également. Voilà. En tout cas, c'est une protection contre la persécution, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Peut-être juste quelques précisions. Les personnes, hors les personnes déplacées à l'intérieur du pays, hein, les autres personnes qui sortent de leur pays d'origine, dans 69% des cas, elles vont aller dans des pays qui se situent à proximité du leur. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas l'Europe en fait qui est la plus touchée par les migrations forcées. Ce sont notamment les pays du continent africain, le Liban, où on parle beaucoup effectivement des réfugiés aussi. Voilà. Et on recense également 75% de ces personnes qui sortent de leur pays. Elles vont dans des pays qui sont à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ça, c'est assez intéressant, encore une fois, c'est que cette migration, en fait, elle va peser en premier lieu sur des pays, finalement, qui ne font pas partie de l'Europe, ni des États-Unis, mais plutôt sur des pays plus pauvres, hein, tout simplement, en tout cas à revenus moins élevés que les nôtres. Voilà, donc ça, c'est pour la situation dans le monde. Et si je prends maintenant la situation en France, alors là, nous, on a deux types en fait de migration. Hein. Il y a la migration forcée, effectivement, les personnes déplacées, mais il y a aussi la migration qui est volontaire et qui caractérise notamment la France. Donc là, vous avez des chiffres qui sont publiés chaque année par le ministère de l'Intérieur. Et en 2023, il recensait 5,6 millions d'étrangers sur une population française de 68,1 millions. Et les nationalités les plus représentées, ce sont celles du Maghreb, hein, Maroc, Tunisie, Algérie, mais également la Turquie ou la Chine. Et les motifs qui sont les plus fréquemment invoqués pour résider régulièrement sur le territoire français, c'est tout d'abord le motif familial. Donc ça va être tous les regroupements familiaux ou bien je me suis mariée avec un Français, etc. Donc le motif familial.
Ensuite, vous avez le motif humanitaire dont fait partie le réfugié, justement, mais pas uniquement. Il y a aussi le protégé temporaire, c'est-à-dire l'Ukrainien qui a été protégé. Voilà. Et ensuite, après ce motif humanitaire, vous avez le motif économique et encore après, le motif étudiant. Et c'est ce qui fait conclure, enfin, le ministère de l'Intérieur conclut lui-même, je vous le lis quand même la petite phrase, qui dit « Au niveau international, la France figure parmi les pays où les flux de migration sont limités. Si l'on prend en compte la totalité des flux d'immigration permanente, c'est-à-dire qui inclut les migrations à l'intérieur de l'Union européenne, la France se situe dans un groupe de pays à faible flux. Tout ça aux côtés de l'Italie, des États-Unis ou encore de la Corée. À l'inverse, le Danemark, l'Irlande, la Suisse et surtout la Nouvelle-Zélande sont parmi les pays où les flux sont les plus élevés en 2023. Merci beaucoup. Et on va rester en France. Avant de vous écouter, Rudy, sur votre expérience et votre témoignage, rester en France sur la procédure d'asile. En France, puisqu'on a défini ensemble ces termes juridiques, eu un aperçu des chiffres. Lorsqu'une personne arrive en France et cherche l'asile, je voulais vous demander, Sophie, par quelles étapes est-ce que cette personne passait, comment se passe en fait son accueil. Et vous avez tenu à partager un petit diagramme, un petit schéma que j'affiche. On a essayé de le faire simple, mais en fait, ça vous montre à quel point ce n'est pas simple. En fait, l'asile, c'est très, très réglementé. La procédure est très réglementée. Juste une petite précision. Normalement, l'étranger qui vient en France, il doit venir de manière régulière. C'est le principe, c'est la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étrangers en situation irrégulière en France, mais c'est le principe, en fait. En revanche, pour les réfugiés ou les demandeurs d'asile, ce n'est pas le principe. Il n'y a pas de principe, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas exiger du demandeur d'asile qu'il arrive avec un visa. On va prendre en compte sa situation très particulière et notamment le fait qu'il ait pu quitter son pays, qu'il ait dû quitter son pays un peu en toute urgence et il n'a évidemment pas le temps de demander un visa. Donc cette entrée en situation donc irrégulière ne lui sera jamais reprochée. Et donc, quand le demandeur d'asile arrive en France, il doit se manifester le plus tôt possible pour demander une protection. Et il va le faire au sein de ce qu'on appelle une SPADA. Donc, c'est une structure de premier accueil pour demandeurs d'asile. C'est une structure qui est gérée par une association qui va être conventionnée avec l'État et qui va l'aider, en fait, à entrer dans la procédure d'asile. Donc l'association va lui demander, va lui poser quelques questions sur sa situation, sur son identité, sur sa situation familiale, voilà. Et puis elle va lui prendre un rendez-vous dans ce que l'on appelle un guichet unique pour demandeurs d'asile. Ça, c'est l'administration, en fait. Et ce guichet unique, en fait, c'est un double guichet. C'est d'abord la préfecture et ensuite l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, pourquoi la préfecture? Pour dire vraiment les choses très, très simplement, tout étranger qui arrive en France doit se signaler à la préfecture. C'est la préfecture qui gère les étrangers en France. Donc effectivement, le demandeur d'asile va aller à la préfecture, il va déposer ses empreintes. Ça, c'est un règlement européen. Vous avez sûrement entendu parler de ça, et notamment des procédures Dublin. Il dépose ses empreintes pour qu'on puisse savoir si c'est bien la France qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier. En fait, le droit d'asile, c'est un droit qui est inconditionnel, c'est-à-dire que le demandeur d'asile doit pouvoir demander l'asile. Il n'y a pas de condition, et donc notamment pas de condition d'être arrivé régulièrement en France. Il n'y a pas de condition, mais il n'est pas, il n'est pas évident que ce soit la France qui soit responsable de sa demande. Il faut qu'il y ait un pays qui soit responsable, il faut qu'on l'identifie, mais ce n'est pas forcément la France. Et en réalité, les règles dans l'Union européenne disent que c'est le premier pays dans lequel la personne est passée et s'est fait contrôler, finalement, a déposé ses empreintes. Voilà.
Donc effectivement, si on se rend compte que la personne est déjà passée dans un de ces pays-là, eh bien, elle va être réadmise dans ce pays pour que sa demande d'asile soit examinée. Mais si ce n'était pas le cas, c'est bien la France qui va être responsable de sa demande d'asile. Et donc là, la préfecture va délivrer à la personne une petite autorisation provisoire de séjour, comme on dit, qui va lui permettre de résider régulièrement en France le temps de sa procédure d'asile. Et une fois que le demandeur d'asile donc, en a terminé avec le guichet préfecture, il va aller au guichet Office français de l'immigration et de l'intégration. Et là, ce guichet-là, il va être chargé de lui délivrer, comme on dit, les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire que la France, n'importe quel État de l'Union européenne, doit donner un minimum, une indemnité en quelque sorte, une allocation. Une allocation pour demandeurs d'asile, effectivement, qui est une petite somme d'argent mensuelle pour l'aider à vivre le temps de sa demande d'asile. Et également, l'OFII va essayer de lui trouver un hébergement. Alors, ce n'est pas un appartement, mais c'est un hébergement quand même, parce qu'effectivement, il n'aura pas droit de travailler. Déjà, ce serait peut-être un peu difficile dès le début, mais de toute façon, il n'aura pas le droit de travailler pendant les 6 premiers mois de sa résidence en France, et donc il va falloir lui donner cette petite allocation et cet hébergement. C'est vraiment les règles qui sont communes au sein de l'Union européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Et ensuite, une fois que toutes ces conditions-là sont vérifiées et sont satisfaites, eh bien, le demandeur d'asile va pouvoir aller à l'OFPRA, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et c'est là qu'il va être entendu sur son récit de demande d'asile, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il est parti de son pays, il demande l'asile en France, et donc c'est vraiment ça qui va être examiné à ce moment-là par l'OFPRA. Je vais peut-être m'arrêter là. S'il y a des questions, je répondrai. C'est vrai que c'est un parcours qui est extrêmement fastidieux, codifié. On est lancé dans l'administration française aussi, et la bureaucratie française en arrivant sur le territoire français. Rudy, je me tourne vers vous justement. Donc vous êtes arrivé en France en 2012, depuis la Syrie. Je pense que tout ça vous est très familier. Comment s'est passée votre arrivée en France, en fait? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous aviez affronté tout ça? Voilà, vous pouvez partager ce que vous souhaitez nous partager ce soir. Merci beaucoup, Chérine. Merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais bien revenir sur les termes qu'on a utilisés, si vous me permettez aussi. On a parlé de catégories, on a parlé des statuts, mais on n'a pas parlé des personnes derrière. Et c'est ça pour moi, autant que personne exilée, qui me pose beaucoup de questions. Et je sais que c'est vraiment juridique et c'est l'administration, mais derrière ça, on a des humains, des femmes, des hommes, des héros, des personnes qui ont risqué toute leur vie pour juste avoir un droit de rêver et de rêver d'avoir une meilleure vie qui peut être partagée dans un pays qu'on pense qu'il respecte les droits de l'homme et il respecte la démocratie et tout ces belles choses qu'on voit. Et je vais revenir aussi sur la typologie qu'on utilise, c'est-à-dire cette typologie entre un migrant et un demandeur d'asile, un réfugié et un sans-papier aussi, qui n'est pas sans-papier, mais plutôt un sans-droit. Et donc, c'est vraiment la typologie qu'on est complètement perdu dedans et qui me force aussi aujourd'hui de la clarifier de plus en plus parce que moi, je dis qu'en fait, un migrant, c'est pas juste pour une personne qui a fui son pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a toutes les raisons qui le forcent à quitter, mais c'est plutôt un exilé. Et c'est vrai qu'une définition légale n'existe pas pour un migrant, mais il y a quand même des protocoles de New York et tout ça qui l'ont organisé, qui ont parlé qui est un migrant.
mais on ne parle pas d'un exilé. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'un migrant aussi, on va aller vers quelqu'un qui a quand même n'a pas quitté son pays parce qu'il y avait la perquisition, parce qu'il y avait toutes les choses qui nous obligent, autant que personne européen, à être solidaires. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'utilise plus aujourd'hui le mot exilé ou réfugié, mais plutôt on va aller des mots journalistiques, si j'ose à dire, et qualifiés, pour ne plus avoir cette solidarité des personnes et des populations envers ces personnes-là, suite à ces mouvements-là qu'on a vu avec l'enfant Aylan El-Kurdi, qui a forcé les gouvernements européens à ouvrir les frontières et dire qu'on bienvenue aux réfugiés et tout ça, et qu'on a vu les bombardements et les fermetures des frontières en Pologne, et qu'ils ont forcé les Européens aussi, les États, à ouvrir et tout ça. Donc c'est vraiment la typologie qui me force aujourd'hui à clarifier ça. Donc moi je suis plutôt avec à dire oui, un expat c'est pas un migrant, ça c'est sûr et certain, c'est un blanc ou une blanche qui va aller dans des pays du Sud, et un migrant ça peut être quelqu'un qui est travailleur étranger ou un Européen qui va aller vers un pays européen, mais c'est pas une exilée, c'est pas un réfugié, c'est pas un demandeur d'asile. Ça, c'est pour ça que je voulais juste revenir. Et il y a aussi ce que vous avez dit aussi, Sophie, c'est hébergement et logement. En fait, on dit qu'un demandeur d'asile a le droit d'avoir des conditions dématérielles de hébergement. On parle de hébergement, mais on ne parle pas de logement. Et il y a vraiment, mais c'est hyper technique, et cette typologie-là, ça empêche des personnes à avoir des droits. Et c'est pour ça que si je suis là aujourd'hui aussi, c'est pour partager et alerter et clarifier ces beaux mots. Ils sont vraiment beaux, moi je les adore, mais en fait, ils empêchent aussi avoir accès aux droits, ils empêchent aussi l'intégration, ils empêchent aussi l'avancement d'une personne qui a quitté son pays, qui a payé des passeurs, qui a traversé les frontières, la mer, le désert, l'esclavage, pour dire, en fait, moi, je vais arriver en Europe pour avoir une meilleure vie, pour avancer dans ma vie, aider mes enfants, les intégrer et les faire réussir et de devenir des citoyens de demain. Et ce qui est aujourd'hui, toutes ces typologies-là, toutes ces procédures-là l'empêchent, et l'empêchent fortement aussi d'avancer. Donc, voilà, et je finis cette parenthèse et je reviens sur mon parcours. Donc oui, je suis arrivé en 2012 parce que j'étais journaliste, activiste dans la révolution syrienne. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à mon parcours. Est-ce que je me définis aujourd'hui comme un réfugié ? C'est un peu compliqué. J'aimerais bien rentrer chez moi. J'aimerais bien rentrer en Syrie parce que tout ce que j'ai fait ici et là-bas, c'était pour revenir et construire un pays là-bas. Donc là, c'est beaucoup des questions, beaucoup des choses. Mais quand je suis arrivé ici, il y avait Luffy, il y avait cette idée de l'accueil, mais en fait, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans des tentes, j'ai essayé des douches publiques, j'ai dormi sur la canal. J'ai aussi, je le dis aujourd'hui, j'ai dragué des gens, des filles, pour pouvoir dormir un jour ou 2 jours dans un logement chaud et tout ça. Donc ça, c'est une réalité aussi. C'est des choses que tu le fais et tu le vis. Je crois que je me permets parfois d'identifier aussi un survivant de cette procédure dure et épuisante de personnes exilées qui arrivent ici, qui restent aussi quand même dans leur santé mentale, vivant encore jusqu'à aujourd'hui, qui avancent aussi, mais vraiment très durement. C'est très dur d'avancer dans un pays qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne trouve pas les procédures d'accueil, et que les associations, ils sont là, mais ils sont épuisés, et qu'on voit en fait qu'un devoir d'État qui est envoyé vers les acteurs de la société civile, et que ces acteurs-là, ils sont déjà épuisés, et déjà on dit, en fait, il n'y a pas de budget aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on les prend en considération, mais moi, je ne sais pas par quel miracle je suis survivant. Je ne sais pas, même vraiment, il y avait une seule chose, c'était toujours de dire, en fait, demain, je vais rentrer en Syrie, et il faut que je m'accroche,
il faut que j'avance ici, il faut que j'essaye de faire des choses pour que je ne sois pas bloqué et que le jour que le régime tombe, c'est le jour que je vais revenir là-bas et je ne vais pas me trouver dans ce décalage entre moi et les Syriens là-bas. Et ce qui m'a forcé toujours à chercher à reprendre mes études. Donc j'arrêtais pas toujours à demander à mon assistant social comment je peux reprendre mes études, qui me disait toujours une seule réponse, toi tu es réfugié, il faut que tu travailles. Et que moi je lui disais, mais en fait j'aimerais bien devenir un avocat, j'aimerais bien faire le droit. J'étais journaliste dans un pays, en Syrie, j'étais prisonnier, oui, j'étais torturé, oui, mais ça je l'ai mis à côté le jour que j'ai décidé de quitter la Syrie et je suis là pour avancer. Et il y avait toujours cette réponse-là jusqu'à que j'ai réussi à avoir cet accès aux études supérieures et que j'ai compris, en fait, c'était tellement facile. Sauf qu'en fait, les assistants sociaux, à cette époque-là, ils n'étaient pas du tout formés pour orienter une personne exilée vers les études supérieures. Et que c'était déjà aussi, n'était pas un choix pour les personnes exilées, parce que la majorité de cette époque-là, c'était des personnes qui viennent pour des raisons économiques. Il y avait la guerre, mais il n'y avait pas aussi une génération de jeunes et aussi, si j'ose la qualifier, et que les Syriens aussi, ils étaient hautement qualifiés par rapport aux autres pays où il y avait la guerre, parce qu'il y avait une certaine stabilité en Syrie qui a permis, malgré le fait que c'était une dictature et tout ça, mais il y avait une stabilité dans le pays depuis les années 70 qui a permis aux Syriens d'aller étudier dans des écoles, l'université et tout ça. Et donc, quand les Syriens ils sont arrivés, il y avait cette vague-là et la majorité des personnes comme moi aussi qui voulaient reprendre leurs études. Moi, je suis arrivé ici à mes 25 ans et là, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc, c'est énorme, c'est un temps énorme. Et je ne parlais pas français, donc j'ai avancé, j'ai fait tout. Et c'était la raison laquelle, après travailler avec beaucoup de personnes exilées aussi, à aider les nouvelles arrivants, les personnes exilées qui arrivent en France, à reprendre leurs études. Parce que moi, en fait, je ne trouvais pas des réponses. C'était très dur. Mais quand j'ai réussi, je l'ai fait. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas si compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est juste à donner des infos, à bien orienter et à les accompagner. Parce qu'en fait, il ne manque pas la volonté, il ne manque pas les... On est dur, on est prêt. Moi, il y avait des moments qu'en fait... mais j'ai passé mon temps dans des parcs et jardins à poser des questions en français, juste pour apprendre le français, parce qu'il n'y avait pas de structure qui m'aidait à apprendre le français. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi, j'ai avancé. Et je ne vais pas dire que je suis la seule personne aussi. Il y a tellement de personnes exilées. Aujourd'hui, on accompagne, et il y a Naïk qui a son portable, il sonne, qui est vice-président de Réseau Mens, qui accueille aussi des personnes exilées qui ont envie de reprendre leurs études supérieures dans l'apprentissage de français académique et qui a un projet magnifique et qu'on a contribué beaucoup aussi dans ce mouvement-là d'engagement des établissements de l'enseignement supérieur. Mais en fait, même aujourd'hui, cet engagement-là, il y a une peur d'aller plus loin. Même il y a un recul, si j'ose à qualifier, parce qu'avec Rotaillot, avec Trump aujourd'hui en pouvoir qui dit facilement comme ça, il y aura un état d'urgence aux frontières. Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui et demain, autant que personnes exilées, qu'il n'y aura pas la même chose d'ici quelques années ici, ou peut-être quelques mois, je ne sais rien, mais qui a nous forcé, autant que personnes exilées, de s'organiser et de monter l'Union des étudiants exilés, qui est une association créée par et pour des personnes exilées, qui est devenue aujourd'hui SILAT. Et on a changé le nom aussi parce qu'on a commencé à avoir peur de s'identifier Union des étudiants exilés, parce qu'on voit qu'en fait, on n'est pas du tout bienvenu dans certains domaines, dans certains échanges aussi avec les établissements, avec des ministères. Et ça, on a dit, allez, on change le nom. Peut-être ça va devenir plus cool. Plus inclusif, donc on a choisi SILAT, qui veut dire les ponts, les liens et la force en ukrainien aussi. Donc, et aujourd'hui, on accompagne plus que 2000 personnes par an, qui ont envie de reprendre leurs études, de 28 nationalités différentes,
On est à Lille, on est à Paris, on est à Lyon et bientôt à Marseille et Grenoble. Donc ça, c'est la stratégie et que c'est majoritairement des personnes exilées qui finissent leurs études et qui s'engagent pour aider les autres. Donc les autres exilés, on parle d'Ari, Pashto, Arabe, Kurde, Turc. C'est nous, en fait, qui aidons et qui transmettent cette expérience et savoir-faire aux êtres exilés pour les éviter ce que nous, on a vécu et pour qu'ils ne vivent pas la même chose. Et Merci beaucoup, Rudy. On va y revenir justement sur toutes ces initiatives que vous avez entreprises avec l'Union des étudiants exilés qui devient SILAT et comment est-ce que vous prenez pleine part à la société française en fait, dans toute sa diversité et dans ces valeurs humanistes et d'humanité commune et partagée. Pour poursuivre un petit peu notre conversation, j'avais une autre question à poser au public pour un peu clore ce chapitre des définitions. Alors c'est vrai qu'on est resté sur des définitions très juridiques, sur des chiffres et évidemment votre intervention pour remettre l'humain au centre, en fait parler du fait qu'on parle de vie humaine, de personnes faites de chair et d'eau. C'était extrêmement important. Une question qu'on avait envie de vous poser sur le critère, la raison qui pourrait nous amener à obtenir l'asile en France. Donc, parmi les critères étudiés par la France, par l'OFPRA notamment, je peux obtenir l'asile en France si je suis violentée par ma famille qui n'accepte pas mon orientation sexuelle, réponse A. J'ai tout perdu, famille, maison, dans un tremblement de terre, réponse B. Je suis atteint d'une maladie grave pour laquelle il n'existe pas de prise en charge médicale dans mon pays, réponse C. Ou D, je risque 20 ans de prison pour avoir tué mon voisin par accident. Sur toutes ces propositions, une seule permet de demander l'asile, d'obtenir l'asile en France. Alors je vous propose de lever les ardoises. Et en fait, le public est extrêmement bien informé ce soir, puisqu'il y a une majorité de réponses A, quelques C, quelques D. Et c'est en effet la réponse A qui est la bonne. Sophie, vous vouliez rajouter quelques mots? Oui, pardon. Théo Ducharme en a déjà un peu parlé au début de la session. Effectivement, l'orientation sexuelle, en tout cas la crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle, c'est bien une crainte qui est éligible en quelque sorte à l'asile, à la protection de réfugiés. C'est intéressant ce motif de persécution parce qu'il est finalement assez récent. Il date de la fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, au départ, si vous voulez, on parlait beaucoup de réfugiés politiques, c'est-à-dire qu'on voyait la figure du réfugié, c'était vraiment le militant, l'opposant politique. Parce que dans l'histoire, il y a eu la guerre froide, il y a eu ce courant-là un peu de militants politiques, et puis au fur et à mesure, en fait, les situations qui sont très diverses dans le monde, et la Convention de Genève, le texte de la Convention de Genève qui permet en fait d'inclure un certain nombre de situations, ont permis de voir émerger effectivement ce type de protection, en tout cas pour ce type de besoin de protection. Et donc on a de plus en plus en fait de motifs, comme on dit, sociétaux. Donc Théo Ducharme a parlé également des petites filles qui sont menacées de mutilation sexuelle dans leur pays. Hein. C'est le cas dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest également. Donc c'est le cas dans de nombreux pays, mais il y a également les mariages forcés. C'est également un motif de persécution et donc un motif de protection au titre de l'asile. Alors, juste parce que j'ai vu des réponses C. Alors, je suis atteinte d'une maladie, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a envie de répondre à aucune de ces catégories. Enfin, clairement, hein. Je veux dire, la personne, quelle que soit sa situation, là, c'est une mauvaise situation, ça c'est très clair. Mais justement, la question, elle avait pour but de montrer que l'asile, ça correspond à quelque chose de très particulier, donc qui est la persécution. Et qui dit persécution dit un peu intention de nuire. Il y a un auteur de persécution qui veut nuire à une personne.
Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres situations qui sont douloureuses ou tristes en fait, pour les personnes et qui peuvent motiver une migration, bien entendu. Mais ça ne va pas relever de l'asile. Alors la réponse C, elle pourrait relever d'une autre, j'ose plus dire catégorie, mais d'une autre législation justement sur les personnes malades et qui ne peuvent pas obtenir de soins parce que le soin n'est pas disponible dans leur pays d'origine. Ça existe. Il y a des titres de séjour pour cela en France. Voilà. Évidemment, quand on risque 20 ans de prison, là je le dis quand même, hein, quand on risque 20 ans de prison parce qu'on a tué, même par inadvertance, même par négligence, son voisin, non, on ne peut pas obtenir l'asile, on doit juste répondre de ses actes devant la justice de son pays. Théo, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, pour faire le pont entre ce qui vient d'être dit par Rudy et par Sophie, il y a un élément qui est particulièrement vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. L'asile, c'est avant tout humain. Il y a une catégorie juridique, il y a des règles juridiques. Moi, j'ai été extrêmement frappé en étant à la Cour nationale du droit d'asile par toutes les histoires humaines qu'il y avait derrière. Et c'est un élément qui est vraiment essentiel, qu'on a du mal à voir de l'extérieur, qui nous questionne, nous, énormément quand on siège, quand on pose des questions. Parce que, alors, on a des histoires qui sont très dures à écouter toute la journée. Déjà, c'est la première difficulté. On n'est pas forcément aidé et formé pour ça. Et par exemple, moi, quand j'ai commencé à 30 ans, jeune parisien blanc qui doit parler de mariage forcé, de mutilation sexuelle, c'est pas forcément évident. Et surtout, il y a parfois un décalage très fort entre ce qu'on pense et ce qui est dit. On a une manière d'aborder ce qui est dit avec des critères occidentaux dont il faut absolument se détacher. Au début, on pose des questions pour comprendre l'histoire des gens, des questions qui sont très occidentales, que ce soit par exemple, vous êtes parti quel jour ? Il faut se rappeler que beaucoup de personnes n'utilisent pas le même calendrier ou ne connaissent pas le calendrier, n'ont pas été à l'école. Et donc au fur et à mesure, on essaie de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont pour par exemple parler en saison, parler en période. Et l'humain est quelque chose de très très important dans les entretiens, dans les questions qui est posée. Et c'est vraiment la difficulté de l'asile, c'est de poser des questions qui parlent à la personne qui demande l'asile, qui puisse les comprendre. Alors il a un interprète, mais encore faut-il aussi pouvoir comprendre la question qui est posée et nous essayer de nous adapter. Et les orientations sexuelles, pour ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était les dossiers les plus compliqués. Comment savoir si quelqu'un est homosexuel ? C'est extrêmement délicat, extrêmement intime. On essaie de se forger une conviction. On n'aura jamais la vérité, mais on essaie de se forger une conviction pour comprendre le parcours de la personne et déterminer si il ou elle est homosexuel. Alors parfois, il y a des réponses qui nous permettent très vite d'écarter ce motif parce que l'asile, ça a été dit, c'est une catégorie qu'il est indispensable de protéger. Et donc, il faut l'accorder aux personnes qui rentrent dans les critères de l'asile. Il faut le faire humainement. Et il y a certaines réponses sur l'orientation sexuelle qui permettent d'écarter assez vite, généralement, les dossiers, puisque ce sont des réponses qui sont finalement plus homophobes qu'autre chose. Parce que vous avez sûrement vu ce film sur Suleiman. Il y a beaucoup de récits qui sont vendus et le récit homosexuel est un récit qui est très très vendu en ce moment. Donc ça permet de les écarter assez facilement. Mais ensuite, rentrer dans l'intime des gens, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que derrière toute la procédure, il y a finalement le moment peut-être le plus humain pour les demandeurs d'asile, c'est le moment des entretiens. Puisqu'ils sont écoutés, on leur pose des questions, on peut les réinterroger au besoin, mais c'est un contentieux qui est extrêmement difficile. Alors je dis contentieux parce que c'est juridique, parce qu'il est très peu juridique. Il est avant tout humain avant d'être juridique. Et finalement, par rapport à d'autres contentieux qui sont extrêmement juridiques, il y a des règles, on les applique. Là, on essaie toujours de se forger une conviction sans jamais savoir si on a raison ou pas. Et il y a un très très bon livre sur ça qui est très court, qui est de François Sureau, Le chemin des morts, qui explique extrêmement bien, il était à l'époque dans une juridiction dans l'ancienne CNDA, il explique extrêmement bien comment appréhender l'humain et la vérité qu'on peut se faire sur une histoire. Voilà, c'est juste pour pouvoir rebondir sur ce que vous disiez et sur l'humain qui est derrière la procédure. Merci beaucoup Théo, et justement Rudy, je vais vous redonner la parole puisque
Voilà, on a parlé de ces procédures, mais une fois qu'on arrive en France, qu'est-ce qui se passe? On fait face effectivement à toute cette administration française, et puis avec cette épreuve assez compliquée en fait de devoir se livrer et raconter son intimité, revenir sur des expériences douloureuses, sur un passé douloureux auprès d'inconnus qui sont là pour estimer, juger si vous pouvez bénéficier de la protection et de l'asile. Et je voulais qu'on se concentre maintenant, et je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais on pourra mais se concentrer maintenant sur l'intégration, en tout cas l'inclusion. Une fois qu'on arrive dans la société française, quand son premier contact avec la France, c'est justement cette procédure très difficile. Rudy, vous aviez partagé aussi votre expérience de dormir dans la rue, demander de l'aide. Une fois qu'on obtient le statut de réfugié, qu'on obtient l'asile, comment est-ce que vous avez vécu votre intégration? Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en France, comment est-ce que cela s'est passé? Merci beaucoup de parler de l'inclusion et de l'intégration, parce que pour moi, je préfère toujours utiliser l'inclusion plutôt que l'intégration, parce que je la considère comme l'intégration comme l'assimilation. Et que, en fait, le côté du pays accueillant n'est pas besoin de faire des efforts aussi pour accueillir ou pour comprendre l'autre culture qui est arrivée, tout ça, mais plutôt que c'est aux migrants de changer eux-mêmes, d'oublier l'histoire, la vie, la culture, les valeurs, les principes, et d'intégrer ou de vivre ici comme il n'y a rien qui était passé. Et que moi, je le trouve qu'en fait, c'est une richesse pour la France et pour ce pays et pour tous les pays aussi, d'aller vers l'inclusion plutôt vers l'intégration. Et c'est le mot qui est utilisé maintenant depuis quelques années par l'Union européenne, de parler de l'inclusion plutôt que l'intégration. Comment moi je l'ai vécu, c'était en fait quand on arrive dans un pays qui parle qu'une langue, qui est français, et que chaque fois que je vais aller parler avec quelqu'un, la réponse c'était « Sorry, I don't speak English ». Et où à la préfecture, je ne comprenais rien, à part qu'il faut parler français. Vous êtes en France, il faut parler français. Oui, mais comment? Où? Qui peut m'aider? Là, il faut se débrouiller. Il faut trouver. Donc, qui parle de l'inclusion parle d'abord des cours de langue, parce que le premier pas vers une vraie inclusion dans la société. Et là, en fait, on ne le voit pas en France. Qui parle de l'inclusion parle d'un toit qui est très rare, qui n'existe pas quasiment. Qui parle de l'inclusion parle de la prise en charge des conditions matérielles et au moins de quoi manger et à quoi payer pour une cigarette si on fume ou d'autres besoins, et qui aujourd'hui, avec la carte de Luffy par exemple, qui a un cashback, donc voilà. Comme ça. Oui, peut-être qu'on peut revenir justement sur les droits que vous avez quand vous êtes demandeur d'asile, quand on vous accorde de l'asile, parce que vous ne pouvez pas, on l'avait évoqué, vous ne pouvez pas travailler tout de suite quand votre demande est en cours de traitement. Donc, qui dit pas de travail dit pas de salaire. Donc, pas... C'est ça en fait. Et on a déjà, dans les meilleurs cas, c'est-à-dire si on fait la demande d'asile dans les 90 jours de notre arrivée, et que tout se passe bien, on peut avoir la possibilité de faire un Luffy. Donc on passe le SPADA, on arrive au guichet unique, qu'il y a Luffy, il y a la préfecture au même lieu, ce qui est pour moi assez violent aussi, mais qui est justifiable aussi, parce que ça facilite et ça met une rapidité des démarches, parce que déjà le fait de trouver les deux acteurs principaux de la demande d'asile, là-bas aussi, c'est génial. Mais en fait, c'est assez frappant aussi. C'est-à-dire, il y a la structure qui va te dire « Bienvenue en France, on va t'aider, on va faire ça ». Et l'autre qui va te dire « Tiens, t'es doublonné ou on va pas te donner ». Tout ça. Donc, c'est assez dur
Mais c'est la réalité. Et c'est bien aussi, mais il faut réfléchir autrement. Et donc, déjà, quand on arrive, on passe ces deux structures. Donc, Luffy, un homme seul, en Île-de-France ou dans des grandes villes, même pas rêver d'avoir un logement, un hébergement, pas logement, un hébergement. Et la prise en charge matérielle, en fait, le plan que Luffy le fait, c'est de dire, allez, c'est la délocalisation. Donc, toi, ça fait déjà 1 mois, 2 mois où tu as des amis, tu as des familles à Paris ou ailleurs. Donc, tu es là, tu te présentes dans une ville que tu aimerais bien rester et tout ça. Là, bim, on t'envoie avec des localisations vers un autre village, petit village que tu ne connais pas. Et tu te demandes de rester dans ce lieu-là parce que tu as commencé à avoir des amis, tu as commencé à avoir des copains ou de la famille peut-être. Et là, Luffy, il te dit, violation des conditions matérielles de la prise en charge. Donc, plus d'hébergement, plus de ADA. Donc, ADA, c'est allocation d'aide de demande d'asile, qui est, je crois que c'est 11 € par jour maintenant, entre 11 et 15 € par jour, ce qui est le maximum. Et là, c'est en fait, tu vis avec 350, 400 € par mois et déjà, tu peux pas. Et avec la carte Luffy, tu peux pas payer. C'est une carte de paiement dans certains lieux, certains magasins, supermarchés et tout ça. Et là, ça avance bien sûr depuis qu'il a été mis en place. Là, il y a beaucoup des lieux qui l'acceptent, beaucoup des tabacs qui l'acceptent et tout ça aussi, ce qui n'était pas le cas quand il était mis en place. Et après aussi, il n'y a pas le travail, donc il faut attendre les 6 mois pour avoir la possibilité d'avoir accès à un travail. Mais pendant ces 6 mois-là aussi, on n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Pendant les premiers 3 mois, on n'est pas pris en charge par de la sécurité sociale avec la nouvelle loi. Et si on est malade et tout ça, il y a tous les assistances sociales et l'hôpital qui sont déjà surchargés à trouver des solutions pour accueillir telle ou telle personne ou faire marcher telle ou telle personne. Et dès qu'on dépasse 6 mois, la loi elle dit autorisation de travail. Qui dit autorisation de travail dit le pouvoir décisionnaire d'un préfet. C'est-à-dire c'est le préfet et l'agent de la préfecture qui décide s'il va te délivrer une autorisation de travail ou non. Ce qui est très rare aujourd'hui qu'un préfet, une préfecture qui va accepter à donner une autorisation de travail à un demandeur d'asile. Parce que d'abord, il faut qu'on demande à l'OFPRA, on vérifie s'il vient d'un pays qui va avoir quand même la possibilité ou une chance de passer au statut de réfugié, ou si elle est bof, donc c'est pas la peine d'essayer, ou si elle est malien ou des autres, là, ne me demande pas. Et donc, et en fait, on demande à cette personne-là de faire des efforts, d'aller loin dans sa vie et tout ça, mais il n'y a aucun... Et moi, c'était le cas... Bon, j'avais la chance d'être entouré par beaucoup des Français qui parlaient arabe. Oui, j'allais dire, en fait, quel est le rôle, parce qu'on comprend que les autorités publiques, ou que l'administration peut parfois être extrêmement obscure et rendre les choses difficiles. Est-ce que la société civile française, donc la société d'accueil, joue un rôle dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut prendre part à sa société d'accueil? En fait, tout ça, moi, je le considère comme aujourd'hui, je le vois comme un devoir d'État. C'est le devoir d'État à répondre aux besoins des personnes qui sont là, qui demandent l'asile. Et l'État, elle a décidé de la déléguer à la société civile. Et moi, aujourd'hui, je vois en fait une société civile qui dit des moyens. Et aujourd'hui, avec l'État actuel, qui sont les acteurs de la société civile qui travaillent dans la migration? C'est des associations. Qui dit des associations qui disent soit des opérateurs d'État, donc là on parle d'Aurore, de France Terre d'Asile, de SOS ou d'Humanis Solidarité, mais les autres associations aussi, on voit, mais en fait, nous, autant qu'acteurs de la société civile aujourd'hui, autant qu'association, on reçoit quasiment pas du tout des fonds publics. Pourquoi? Parce qu'on décide d'accueillir et d'aider
toutes les catégories et tous les statuts administratifs des personnes exilées, c'est-à-dire un demandeur d'asile, un doublonné, de celui qui est en cours de recours pour être reconnu en tant que demandeur d'asile, réfugié et tout ça. Et donc la première condition, c'est autant qu'association, nous, le pouvoir public, on ne va pas te donner l'argent, on ne va pas te donner des fonds pour recruter des personnes qui peuvent aider, orienter ces personnes-là, si tu travailles avec les sans-papes, les sans-droits. Donc, et là, en fait, aujourd'hui, on se trouve, et surtout là, maintenant aussi, parce qu'il y a beaucoup des fonds privés qui sont partis, parce qu'ils trouvent aussi, déjà, c'est bon, bah là, on n'a pas besoin, parce que déjà, ça va en France. Et en plus, en France, là, si on parle des Syriens qui sont arrivés en France jusqu'à 2023, et c'est François Héran qui le dit, qui le montre dans son livre, dans ses conférences au Collège de France. En fait, il y avait juste seulement 37 000 demandes d'asile qui étaient faites depuis 2011 jusqu'à 2022 de la part des Syriens en France. Et donc, quand on regarde ces chiffres-là, et c'est l'OFPRA qui peut me confirmer ça, en fait, il y a une crise d'accueil, mais il n'y a pas une crise migratoire. Et il n'y a pas des moyens. Il y a une volonté de baser sur la peur, faire peur et tout ça, mais on ne donne pas les moyens, on ne donne pas la possibilité à ces personnes-là aussi d'avancer. Donc la société civile aujourd'hui, française, aujourd'hui, c'est une société qui est épuisée, qui se radicalise aussi et qui a une rupture totale, je ne veux pas dire la majorité, mais il y a plusieurs acteurs de société civile qui sont en rupture aussi avec le pouvoir, de rupture de dialogue avec le pouvoir public parce qu'on n'avance pas, parce que le pouvoir public il ne veut pas répondre aussi aux besoins. Et ben, en fait, nous, on se radicalise pour faire tout et on demande aux gens comme vous de faire des dons, de devenir bénévole, de faire tout. Mais en fait, l'État, il ne fait rien là-bas. Et même à une époque aussi, quand on était à la colline de Crac, il y avait tous ces lieux-là, quand on avait la possibilité quand même de dormir et tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire, on ne trouve plus des lieux alternatifs pour passer des nuits, pour dormir. Et s'il y en a, il y a une violence aussi énorme de la part de l'État, des policiers qui viennent, qui frappent, qui interdit même des associations et des structures à distribuer des repas, à avancer dans des projets qui aident soit dans l'apprentissage du français, soit dans l'écriture des CV et des lettres de motivation pour pouvoir accéder à l'université ou pour trouver des hébergements et tout ça. Et là, les fermetures des squats aussi. Les squats, c'était les derniers lieux aussi des recours pour arriver et trouver un logement et être quand même entouré par un système, malgré le fait que ce n'était pas la meilleure solution, mais c'était aussi comme des solutions et tout. Les campements qui étaient après le JO disparaître, là, ils sont de retour. Mais en fait, ce n'est pas un lieu digne, ce n'est pas un lieu humain et il n'y a pas une volonté de la part du pouvoir public aussi d'aider à ces personnes-là de commencer leur vie ici dans cette société-là. Il y a une volonté de la part du pouvoir public aujourd'hui, c'est de dire en fait la France n'est pas le meilleur choix et la France n'est pas un lieu pour rester. Vous n'avez pas le droit de rester. Mais sauf qu'en fait, une personne qui parle le français ou une personne qui est arrivée en France, il ne va pas partir ailleurs. Nous, avec les Syriens, avec beaucoup des gens, on voit aussi. Mais ils font tout pour rester. Mais ils font tout. Nous, on a des étudiants qui dorment dans des tentes, qui ont des lampadaires à charger pour continuer à étudier le soir. Peut-être Annie qui peut aussi parler des témoignages des étudiants de DU Passerelle qui ne trouvent pas des moyens à un hébergement, qu'ils ont au cours de leur étude, bim, un directif qui demande à un étudiant qui a commencé ses cours de français, qui est inscrit à l'université, qui a fini son premier semestre, eh ben non, en fait, il faut partir à une petite village là-bas pour rester et qu'ils ne prennent pas en considération l'OFI, que cette personne-là, il a commencé tout pour intégrer et inclure dans cette société-là. Et donc, tout ça n'existe pas. Et les acteurs de la société civile sont fatigués de cette situation. Et moi, je dis qu'en fait, on devient de plus en plus radical dans le sens de devenir des militants
au lieu de devenir un acteur de la société civile dans le dialogue avec le pouvoir public, avec l'État et tout ça. Et je ne sais pas si c'est une stratégie de la part du pouvoir public ou c'est parce qu'en fait, il n'y a pas des moyens en France aussi, mais je crois qu'il y a d'autres solutions pour aider les acteurs de la société civile, les personnes exilées à avancer dans leur vie et faire des choses, parce qu'en fait, on a commencé avec des artistes qui étaient exilés, on a des médecins, on a des avocats, on a des journalistes, on a beaucoup de gens qui sont là et qui ont fait tellement de choses. Et il faut juste donner des moyens et la possibilité. Justement, merci beaucoup Rudy. Alors, comme le temps nous est compté, j'ai juste une dernière question à vous poser à tous trois avant de donner la parole à la salle. Pardon. Je coupe court à ce que nous étions dit, mais je veux revenir sur ce terme de crise de l'accueil. On ne fait pas face à une crise migratoire, mais à une crise de l'accueil. Alors, je voulais avoir vos regards, Théo et Ducharme et Sophie Pegliasco. Justement, quand on préparait cette rencontre, on parlait du droit d'asile et de la nécessité de protéger ce droit d'asile. Est-ce que cette crise... Est-ce que vous sentez en fait une crise ? Est-ce qu'il y a une crise voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aussi peut-être sur les risques et l'avenir du droit d'asile ? Juste une observation peut-être. Je crois qu'il faut vraiment bien différencier l'accueil des réfugiés et puis toutes les autres politiques en matière migratoire. Ce sont vraiment deux choses très différentes. Le droit d'asile, c'est pas discrétionnaire pour l'État. Pour qu'il y ait un droit d'asile, il faut que l'État prenne sa responsabilité d'accueil des demandeurs d'asile et ensuite d'intégration des réfugiés. Les politiques migratoires hors réfugiés, c'est complètement autre chose. Ce sont vraiment des choix politiques. Il n'y a pas d'obligation pour l'État d'ouvrir ses frontières, de les refermer un petit peu, de les fermer complètement, de les rouvrir. Ça, ce sont vraiment des choix. Voilà, contrairement, encore une fois, aux demandeurs d'asile qui, par définition, sont supposés fuir un danger grave pour leur intégrité physique ou pour leur vie. Voilà, donc moi, simplement, en mot de la fin, je dirais simplement que je pense que l'État a mis pas mal de moyens en fait, ces dernières années pour l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés. En revanche, c'est une population qui augmente chaque année. Ça n'a, excepté peut-être la période de Covid-19, mais sinon ça augmente chaque année. Donc voilà, donc c'est peut-être pas un défaut d'investissement de l'État, mais il y a une situation effectivement qui est un peu difficile, ça c'est vrai. Alors, moi je vais être un petit peu plus pessimiste, puisque que ce soit les discussions au niveau européen sur le nouveau pacte asile, qui vont permettre beaucoup plus facilement ce qu'on a vu au Royaume-Uni, par exemple avec le renvoi de demandeurs d'asile au Rwanda, ou ce qu'on a vu en Italie avec des hotspots en Albanie où on étudie les demandes d'asile. Alors pour l'Angleterre et le Rwanda, ça a été remis en cause au niveau européen et ensuite par le nouveau Premier ministre. Au niveau de l'Italie, énormément de juridictions nationales ont annulé la décision d'amener un demandeur d'asile récupéré en Méditerranée en Albanie pour étudier sa demande d'asile. Mais le nouveau pacte asile-immigration au niveau européen risque de permettre beaucoup plus facilement ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire étudier les demandes d'asile, non pas dans l'état dans lequel on le demande, mais dans d'autres endroits, ce qui pose énormément de difficultés. Alors déjà, on ne peut pas demander l'asile dans son pays d'origine. Vous êtes persécuté, vous ne pouvez pas aller à l'ambassade de France pour demander l'asile, alors même que vous êtes surveillé par les autorités de votre pays. C'est impensable d'un point de vue pratique. Et le faire dans d'autres pays, ça pose énormément de difficultés en termes de protection, d'accès aux droits, de droit de recours aussi, puisqu'il arrive que ceux qui doivent déterminer si on attribue l'asile ou non se trompent. Il arrive aussi que la personne ne raconte pas parfois son histoire la première fois parce qu'il a peur de la raconter, parce qu'il ne sait pas s'il a le droit de la raconter. Donc ces hotspots, c'est un véritable risque. Et le point peut-être de pessimisme supplémentaire, c'est que nécessairement
plus les aléas climatiques vont augmenter, plus il va y avoir de migration forcée, non pas pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, mais pour des raisons climatiques. Et un pays qui illustre très bien la chose, c'est le Bangladesh. Bangladesh, où il y a des conflits politiques extrêmement importants entre deux parties et des conflits extrêmement violents. C'est un pays qui est rongé par la montée des eaux. Et en fait, les conflits politiques reposent sur des conflits fonciers. C'est vraiment les affaires qu'on a énormément sur les Bangladais. Les conflits politiques reposent sur des conflits fonciers parce que le plus important, c'est d'avoir accès à la terre. Et le Bangladesh, qui est un pays extrêmement peuplé, va forcément conduire à des migrations forcées très importantes. Ça va être le cas pour les pays d'Afrique également. Donc je serais moins optimiste, sachant que les migrations climatiques, d'un point de vue du droit, ne sont absolument pas prises en compte. Il n'y a pas de possibilité juridique d'obtenir l'asile d'un point de vue climatique. La seule possibilité, c'est de faire valoir qu'on a été obligé de quitter une partie de son territoire. Le fait d'avoir quitté cette partie pour aller dans une autre nous a conduit, par exemple, à avoir des violences issues de sa religion, parce que la nouvelle partie de cette zone du pays n'a pas la même religion que l'ancienne. Mais il faut toujours se rattacher à un motif historique de la Convention de Genève. Et en l'état des choses, j'ai plutôt une vision assez pessimiste, sachant qu'il y a une course chez les politiques à la mesure phare qui permettrait de montrer qu'on lutte efficacement, alors que je pense que ce qui a été très bien dit, les flux ne sont pas très importants, j'aime pas trop le terme de flux, mais les flux ne sont pas particulièrement importants, c'est ce qu'on a démontré par les chiffres, et l'accueil me semble au contraire être une nécessité. Moi, je vais parler aussi de violence de principe dans le refoulement aussi, qui est maintenant qui est pratiqué beaucoup par les États, par la France et les autres, qui renvoient les personnes qui... Parce qu'on parle toujours de droit d'asile, qui est un droit constitutionnel, et que les personnes, en fait, dès qu'ils arrivent sur le territoire français et qu'ils disent « moi, je veux demander l'asile », normalement, la demande doit être étudiée. Sauf ce qui se passe jusqu'à maintenant, surtout sur les frontières, c'est qu'en fait, c'est les polices qui refoulent ces personnes-là, qui leur demandent directement, sans leur donner le pouvoir de demander l'asile aussi, d'accepter à étudier la demande et à envoyer à l'OFPRA. Et donc il y a ça qui est énorme, qui est pratique, qui n'est pas du tout légal. Mais moi, je vais dire aussi, le premier lieu que moi j'ai eu la première fois en France avec une institution, j'ai eu une café, c'était à l'OFPRA. Et c'est là que quand je passais mon entretien, il m'a proposé pour la première fois, est-ce que vous voulez boire un café, vous voulez boire de lait, de l'eau? Et moi, j'étais choqué. Waouh, ok. Ici, en fait, c'est autre chose. Je suis dans un lieu qui est différent. Et donc, merci de garder cet esprit-là et de donner cette vraiment, il y avait une sorte de paix aussi qui était donnée directement et qui était encouragée par la personne qui est traduit par la personne qui est là. Je ne suis pas la police, je ne suis pas là pour te juger et tout ça. Je suis là pour vous écouter et regarder. Et tout ça. Et ça, c'était vraiment une chose qui m'a marqué et qui m'a aidé aussi de se sentir libre à parler de ce que je veux et tout ça. Donc ça aussi, c'est des choses. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a que de négatifs en France. La France est un pays qui est dur, qui n'est pas facile, qui fait tout pour te détruire les premières années, mais qui est un pays beau. Moi, j'adore. Et moi, je vis là aujourd'hui ce conflit. En fait, en 2022, j'ai décidé que c'est bon, je vais rester en France. Donc, je dis, bon, Bachar el-Assad, il ne va pas partir. Et j'ai commencé à construire ma vie là, ici. Et aujourd'hui, en fait, je dis, mais mince, comment je vais faire? J'adore cette ville, j'adore ici ce pays. Et je me sens français aujourd'hui plus que syrien, vraiment. Parce que mes amis qui partent en Syrie, ils me disent, bah, en fait, il y a tellement de décalage entre nous et on est très bizarre là-bas. Et c'est pas parce qu'en fait, ils n'ont pas avancé là-bas, ils sont tellement avancés, mais parce que nous, on était déprimés ici. On était déprimés, on n'était pas bien. On a essayé de faire des choses, mais en fait, eux, ils sont avancés. Ils vivaient pas l'asile comme nous. Et donc, ils n'ont pas la même chose. Et pour finir aussi, je crois que
j'ai parlé juste de radicalisation des acteurs de la société civile. Je veux dire que nous, les personnes exilées aussi, par exemple, on a commencé avec l'Union des étudiants exilés, qui était parmi les premières associations créées par et pour des personnes exilées. On a vu aussi la nécessité d'aller vers une participation politique. Parce qu'on voit aujourd'hui que les politiques en France et les politiciens, ils prennent normalement une interview de 20 minutes, 17 minutes à parler de la migration et 3 minutes d'un programme politique. Et que nous, on a dit, en fait, c'est le moment pour nous, autant que personnes exilées aussi, de participer politiquement dans cette vie ici. Et là, le Parlement des exilés, si vous me permettez juste une minute, c'est une initiative qui va donner les outils et le pouvoir aux personnes exilées via un diplôme qui va être mené par l'Université Nanterre, CELSA, Columbia et Harvard University et d'autres partenaires. Un diplôme qui s'appelle Travaux et techniques politiques pour les personnes exilées. Donc on va faire des élections en juin. Le 20 juin, il y aura les résultats. Que les personnes exilées vont élire 15 personnes qui vont faire ce diplôme. Et après ce diplôme-là, d'une année, ils vont pouvoir pratiquer un mandat politique de devenir des députés des personnes exilées qui ne peuvent pas seulement travailler sur les personnes exilées, mais aussi de donner leur avis sur comment en fait ils voient l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, l'accès aux études, l'accès à l'éducation, et que en fait, pour faire un barrage à l'extrême droite aujourd'hui aussi, c'est que de voir que les personnes exilées ils sont aussi une force de proposition et ils font part de cette société et qu'ils vont construire ce pays comme ils l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'ils vont le faire aujourd'hui avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Et ils vont devenir des acteurs de demain et pourquoi pas de députés de demain, de maires de demain et après aussi de devenir ici intervenant, pénaliste. Voilà. Merci beaucoup, Rudy. Je regarde Marine Béliard pour savoir si on a le temps de prendre peut-être juste 2 questions qu'on regroupe. Voilà, dans le public, est-ce que vous avez des questions ? Madame puis monsieur, comme ça on regroupe vos questions et puis... Bonjour, merci. Je m'excuse, ma voix n'est pas normale. C'est plus un commentaire. J'ai beaucoup apprécié vos 3. J'étais contente, Rudy, de ta deuxième intervention, disant que tout n'est pas mauvais, d'accord ? Parce que moi, j'ai vraiment quand même des témoignages de très très bonnes expériences, y compris avec les autorités, c'est-à-dire les ministères. Vous travaillez vous-même dans le secteur associatif, c'est ça ? Oui, alors oui, je suis universitaire, mais justement avec Rudy, on travaille à l'inclusion, c'est ça, des réfugiés dans l'enseignement supérieur. Et nous avons beaucoup de rapports, en particulier avec l'OFPRA, mais on trouve à tous les étages des gens qui nous aident énormément. Voilà, je voulais juste le dire. Et quand on les remercie, ils nous disent service public. Voilà. Donc, par contre, au niveau politique, c'est pas toujours pareil. Ça, je le reconnais tout à fait. Je me demandais, pour le changement climatique et tout ce qui va nous arriver, on pourra changer un petit peu la Convention de Genève ? Merci beaucoup pour cette question et je propose qu'on donne... Ah non, vous aviez une autre question ? Pardon. Non. Désolée, comme on est pressé par le temps, et monsieur, oui, pour regrouper votre question et on pourra entendre vos réponses. Bonsoir. C'est quoi pour vous les enjeux ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que les enjeux, c'est de faire évoluer une partie du droit international, du droit national ? Est-ce que c'est d'améliorer qualitativement l'accueil ? Est-ce que, pour vous, ça serait quoi, du coup, l'enjeu des, je sais pas, 2-5 prochaines années ? Merci beaucoup. Ce sont des questions qui se rejoignent. Donc ça tombe bien. Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux peut-être commencer sur la Convention de Genève. Est-ce qu'il faut la changer ? Alors, notamment pour intégrer
les réfugiés climatiques, comme on dit. Alors moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. Je trouve que la Convention de Genève, elle date quand même de 1951 et elle nous a permis énormément de choses. C'est un texte qui est quand même très très bien rédigé. Et puis, j'ai tendance à penser que le changement climatique, alors évidemment c'est une calamité, hein, c'est très clair, ce sont les réfugiés d'aujourd'hui et de demain, c'est sûr et certain, mais on n'est pas du tout dans la même logique. Encore une fois, la Convention de Genève, c'est la persécution, donc c'est l'auteur de persécution, c'est l'intention de nuire. Je veux nuire à mon voisin, voilà. Et donc on n'est pas du tout là-dedans, dans le changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'outils juridiques, mais j'aurais tendance à penser qu'il faut laisser la Convention de Genève relative aux réfugiés tranquille, en fait, en dehors de ça. Voilà. Et pour répondre à monsieur, moi j'ai l'impression que le principal défi aujourd'hui, c'est quand même l'intégration ou l'inclusion, effectivement. C'est quand même là qu'il y a le plus de choses à faire. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile en particulier sont bien accompagnés, je trouve, globalement, dans leur procédure aujourd'hui. La procédure, elle a aussi beaucoup diminué, ce qui est une source quand même de bien-être, je ne sais pas, de meilleur être pour les demandeurs d'asile par rapport à des procédures. Je pense que Rudy, vous avez dû... alors peut-être que les Syriens étaient un peu traités prioritairement à l'époque, mais en tout cas, à votre époque, c'était des mois et des mois une procédure d'asile. Aujourd'hui, c'est 4 mois, ce qui est pas grand-chose quand on compare à nos pays européens, nos voisins. C'est vraiment pas grand-chose. Donc en fait, on a quand même fait beaucoup de choses pour les demandeurs d'asile. Ce qui pêche un peu, c'est l'intégration. Effectivement, ça ne veut pas dire que l'État fait rien. Il y a aussi effectivement la société civile qui est très active sur le sujet, mais on voit bien que c'est encore là que ça pêche. Sur le constat de conserver la Convention de Genève en l'état, moi je suis plutôt d'accord. C'est un texte historique qui a conservé en l'état, de par sa portée aussi. Mais en revanche, la Convention de Genève, elle est née d'une crise, la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, elle devait être que transitoire, puisqu'elle était censée s'appliquer que pour les réfugiés issus de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans les années 70 qu'on lui a donné un caractère définitif. Mais donc, on a vraiment agi a posteriori. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas anticiper les réfugiés climatiques de demain en prévoyant un nouveau régime juridique qui pourrait être à côté de celui de la Convention de Genève. Alors, il y a des rapports, il y a des organisations qui travaillent sur le sujet, mais au niveau étatique, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Puisque, à l'inverse, on a plutôt des politiques de réduction de l'accueil que d'ouverture. Donc, à mon avis, ça devrait... mais je suis assez pessimiste sur le fait que ça le sera. Sur la question, et je vous interromps, sur la question de réfugiés climatiques, je vous encourage à regarder sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme, puisque la dernière rencontre que nous avions faite pour agiter vos idées était sur le thème migration et climat, quel défi pour demain. Donc si jamais la question vous intéresse, puis je profite de la présence de Frédéric Schluss dans le public qui était sur ce panel, voilà, je vous encourage à regarder la chaîne YouTube du Musée de l'Homme, puisque la rencontre est en ligne. Pardon Théo, je vous laisse la parole. Et sur les enjeux de demain, alors moi j'ai pas forcément la vision de l'accueil, parce que je n'ai jamais été confronté aux modalités d'accueil. J'étais plutôt sur les questions juridiques et techniques, on va dire, comment on apprécie les demandes d'asile. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les enjeux de demain, c'est de lutter. Parce que chaque ministre veut sa loi immigration, et chaque loi immigration vient réduire un tout petit peu plus les droits qui sont accordés aux demandeurs d'asile. Et ça peut paraître parfois anodin, mais par exemple le fait que le juge unique, le fait qu'il y ait un juge au lieu de 3 devienne la norme à la Cour nationale du droit d'asile, ça a des conséquences énormes sur la façon de traiter les demandes d'asile. À 3, vous pouvez discuter. Quand vous avez par exemple un dossier sur l'orientation sexuelle, ben moi je préfère être avec 2 autres personnes qu'être tout seul, parce que c'est une responsabilité énorme de dire vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé. À 3, on discute, à 3, on n'est pas d'accord, et on essaie de se forger un avis. Et il y a énormément de dispositions sur lesquelles chaque nouvelle loi immigration vient rogner un petit peu. Alors l'argument, c'est souvent d'aller plus vite, et il y a des étapes dans lesquelles c'est nécessaire d'aller plus vite, et c'est indispensable, mais le plus vite ne doit pas toujours se faire au détriment du moins bien. Et alors là, je ne parle pas forcément de l'OFPRA, mais plutôt de ce qui a lieu après, tout ce qui est juridictionnel.
on a tendance à justifier par le fait qu'on va aller plus vite. Et finalement, quand on lit vraiment les dispositions et ce qu'elles permettent, ça va plus vers du moins bien. Alors certes, c'est plus rapide, mais c'est aussi beaucoup moins protecteur dans les droits des individus. Moi, je vais dire pour la Convention de Genève aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai peur que si jamais il y aura une modification, il y aura un durcissement, il va annuler beaucoup de droits et tout ça. Et pour les enjeux, moi, je crois que un des enjeux majeurs, c'est l'accès aux droits, qui est restreint de plus en plus. Et aussi, ce qui me fait peur aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est la qualité de l'indépendance que l'OFPRA est là, et que peut-être cette intervention du ministère de l'Intérieur ou des autres pour réduire de plus en plus cette indépendance que vous avez, et ce qui est énorme et qui vous donne vraiment la possibilité d'aller loin et d'accepter aussi plus des réfugiés, parce qu'ils ont dans ces cases-là. Donc c'est les deux enjeux, parce que là on voit en Italie, on voit aux États-Unis, et on a vu en Autriche, et là aussi l'extrême droite elle est au port de pouvoir. Donc je sais que les fonctionnaires, ils essaient au maximum de protéger ces droits-là, mais en fait le fait d'avoir un pouvoir législatif et exécutif qui vient de l'extrême droite, qui va de plus en plus réduire cet accès aux droits. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'être venus si nombreuses et nombreux. C'est un sujet qui, voilà, on aurait pu en parler encore énormément. Il y a tellement de choses à dire. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir l'exposition, je crois qu'on nous pousse vers la sortie, à aller voir l'exposition Migration, une odyssée humaine, donc au Musée de l'Homme, et également à revenir aux rencontres Agiter vos idées. La prochaine aura lieu le 3 février autour du sujet Écrire les migrations, où là nous serons avec des artistes qui partageront ce qu'est partager les récits des migrations. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt.